Bonjour et bienvenue à la 74e diffusion de 5e dimension. Comme nous l'avons vu dans la diffusion précédente, suite à la fragmentation de la Tartarie, des pays se sont formés en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Pour asseoir leur légitimité, ces nouveaux pays ont dû bâtir de faux monuments, fabriquer de faux artefacts, inventer de faux rois et réécrire l'histoire. La falsification de l'histoire mondiale n'avait pas un caractère de hasard. On peut dire qu'elle a été grandement réfléchie et coordonnée. En fait, toute cette activité était un programme commun européen d'État, ce qui explique la coordination importante des actions des historiens de différents pays européens et des historiens de l'époque des Romanov. En témoigne également l'histoire des éditions, soi-disant anciennes. L'attention est attirée par le fait que dès le départ, ces éditions n'ont pas été singulières et dispersées, ce qui a l'air assez étrange. Avec la suite naturelle des événements, quelqu'un dans un endroit a dû imprimer un livre. Dans un autre endroit, un autre éditeur, indépendamment du premier, a dû imprimer un autre livre, et ainsi de suite. Seulement plus tard, au cours du temps, les gens ont rassemblé ces livres indépendants et en s'y basant, ont sorti des éditions multivolumes fondamentales. Au contraire, si l'histoire était intentionnellement falsifiée, on verrait probablement un tableau opposé. C'est-à-dire, d'abord on écrit et imprime des grosses éditions complètes volumineuses des œuvres anciennes. De plus, elles ne seront pas créées de façon chaotique, mais seulement dans un ou deux centres. Comme ça, c'est plus facile de contrôler le processus de falsification. Après, sur la base de ces éditions approuvées, entre guillemets, on publiera des œuvres singulières qui s'appuieront sur l'ensemble des sources falsifiées. Et c'est exactement ce que nous voyons dans l'époque du XVIIe-XVIIIe siècle. Et nous comprenons qu'en réalité, nous voyons le processus de la falsification de l'histoire et de ses sources. Ainsi, l'ordre flamand des Jésuites se spécialisait dans les fausses biographies des saints. De 1643 à 1794, il a publié 53 volumes. C'était vraiment beaucoup pour le XVIIe et le XVIIIe siècle. Le monopole sur l'action historique de la Compagnie de Jésus a été interrompu par la Révolution française. Un autre centre de production de faux, c'était l'ordre de Saint-Benoît. Ici, on créait des œuvres des pères de l'Église. Il est bien connu que les moines se chargeaient non seulement de l'impression des textes manuscrits, mais également de leur correction. Par exemple, en préparant pour l'impression en anciens textes manuscrits, les bénédictins comparaient toutes les anciennes citations bibliques avec un texte de la Bible du XVIIe siècle. Tous les fragments qui différaient du texte plus récent ont été corrigés, pour dire simplement réécrits. Ainsi, aujourd'hui, au lieu des anciens textes originaux, nous sommes obligés de lire le résultat de travail des moines bénédictins, et ce, dans le meilleur des cas. Car ça peut être aussi un faux du XVIIe, XVIIIe siècle. Au milieu du XIXe siècle, un abbé français, Jacques-Paul Migne, a réédité les travaux des bénédictins. Cette édition multivolume s'appelait les Patrologies et comptait 221 volumes des auteurs latins et 161 des auteurs grecs. Rien que la quantité des volumes réédités par Migne parle éloquemment de l'ampleur des activités des moines bénédictins de correction des anciens manuscrits. Alors il n'y a rien d'étonnant que nous voyons partout les résultats des activités des falsificateurs.
Comme nous pouvons le constater, c'était à la fois plusieurs départements qui étaient responsables de l'écriture de l'histoire correcte. Dans les cas les plus importants, se mettaient au travail les dirigeants même du projet historique. Par exemple, la dite chronique de Zeb et Pamphile, dont l'original serait perdu, a été probablement écrite par Joseph Scaliger en personne. Quoique les historiens disent aujourd'hui que Scaliger s'était mis à restaurer la chronique, mais il ne l'avait pas terminée. En 1787, on l'a trouvée traduite en arménien. Déjà, l'apparence même de la chronique induit des doutes de son authenticité. Les tableaux chronologiques de Zeb et Pamphile sont pratiquement identiques à ceux édités par l'école de Scaliger au XVIIe-XVIIIe siècle. Ce sont des pages couvertes de nombreuses colonnes, dont chacune est attribuée à la chronologie d'un pays donné ou à une suite d'événements donnés. Cette contrefaçon de Scaliger n'est pas innocente. Elle avait des objectifs à long terme, car environ 3/4 des dates qui sont utilisées par les historiens même de nos jours sont prises dans la chronologie de Zeb. En d'autres mots, il s'appuie sans autre preuve sur les datations proposées par Scaliger au XVIIe siècle. En réalité, ces dates ne sont nullement fondées. Comme il est connu, les textes médiévaux sont écrits dans une langue assez primitive. Et ce n'est pas étonnant, car seulement avec le temps, une langue orale brute devient une langue littéraire. De plus, autrefois, en composant un texte, on écrivait seulement l'ossature d'un mot constitué de consonnes. Les voyelles ont été soit omises, soit marquées avec des signes diacritiques. D'où le problème de la vocalisation des textes anciens, entre autres des textes bibliques. On ne savait pas toujours de quelle façon disposer les voyelles pour restaurer un texte de document. Mais pour quelle raison autrefois on écrivait des textes sans les voyelles? En fait, le matériel pour l'écriture était extrêmement cher et les scribes devaient l'économiser. C'est pourquoi ils raccourcissaient les textes en ne laissant que les consonnes. Naturellement, avec la nécessité d'économiser le matériel d'écriture, on ne pouvait pas s'attendre à former un style littéraire hautement raffiné. Mais avec l'apparition du papier qui devenait avec le temps de plus en plus abordable, les gens ont eu l'occasion de s'exercer pour aiguiser un style raffiné. Il n'est pas étonnant qu'au Moyen Âge, la littérature n'était que sur le point de se former chez la plupart des peuples. Mais il est étonnant que des textes plus anciens, dits antiques, soient écrits d'une langue exquise. Prenons par exemple un travail d'un historien dit antique, Tite-Live. Voilà avec quelle éloquence et circonlocution il mène sa récitation. Aurais-je lieu de m'applaudir de ce que j'ai voulu faire si j'entreprends d'écrire l'histoire du peuple romain depuis son origine? Je l'ignore, et si je le savais, je n'oserais le dire. Surtout quand je considère combien les faits sont loin de nous, combien ils sont connus grâce à cette foule d'écrivains sans cesse renaissants, qui se flattent ou de le présenter avec plus de certitude, ou d'effacer par la supériorité de leur style l'âpre simplicité de nos premiers historiens. Les historiens affirment que Tite-Live aurait écrit dans ce style exquis 144 livres au 1er siècle avant notre ère. Il faut certainement beaucoup s'exercer pour former un style aussi aisé et sophistiqué. Il faut couvrir d'écriture énormément de brouillons. Mais à l'époque de l'Antiquité, il n'y avait pas de papier. Les historiens affirment que les auteurs antiques écrivaient uniquement sur le parchemin. Regardons à quel point il était abordable.
Pour fabriquer une feuille de parchemin, il faut effectuer plusieurs opérations pas très faciles. Il faut écorcher un petit veau ou un agneau dont l'âge ne doit pas excéder 6 semaines. Tremper la peau dans une eau courante durant 6 jours. Décharner la peau à l'aide d'un grattoir spécial. Effriter les poils par la pourriture dans un trou de terre humide et par trempage dans un bain d'eau chaude durant 12-20 jours. Ôter les poils effrités. Afin d'enlever de la peau le surplus de chaux, la laisser fermenter dans un son d'avoine ou de blé. Afin de rendre la peau souple après le séchage, il faut la tanner avec des extraits tannants végétaux. Lisser la peau en la saupoudrant avec de la craie et en la frottant avec une pierre ponce. Ce processus laborieux faisait que le parchemin était considéré comme un objet précieux. Cette situation dura jusqu'au XIVe siècle, quand on a inventé le papier chiffon. Si on en croit les historiens que les textes de Tite-Live et des autres auteurs dits antiques ont été écrits plus d'un millénaire avant l'apparition du papier, alors combien de veaux et d'agneaux avait-il fallu pour fabriquer le parchemin sur lequel les auteurs antiques perfectionnaient leur art? Il est plus logique de supposer qu'on ne décimait pas les animaux par milliers au nom de l'art littéraire. Il est fort probable que tous ces travaux antiques ont été écrits au Moyen Âge, où le papier était déjà bien répandu. De tous les temps, les falsificateurs ont créé des faux, pas seulement dans un but pénal. Certains le faisaient pour flatter leur vanité, d'autres dans un but louable à première vue. Ainsi, un certain Václav Hanka, l'acteur connu de la Renaissance nationale tchèque, avait très à cœur de prouver l'ancienneté et le haut niveau culturel de son peuple tchèque. Pour cela, il a contrefait de vieux manuscrits, notamment le manuscrit de Dvůr Králové, qui contenait de vieux contes et légendes tchèques. Si un linguiste tchèque, Jan Gebauer, n'avait pas découvert ce faux, probablement ces manuscrits seraient considérés comme authentiques aujourd'hui. Il faut dire que cette contrefaçon de Hanka était d'un assez haut niveau. C'est pourquoi aujourd'hui on étudie ses œuvres en tant que monument de la littérature tchèque du XIXe siècle. Malheureusement, Václav Hanka ne s'est pas limité à la création des manuscrits de Dvůr Králové et de Zelenogorsk. À partir de 1823, il a été bibliothécaire dans le Musée national tchèque à Prague. Dans la bibliothèque du musée, il n'est resté aucun manuscrit auquel Václav Hanka n'aurait pas touché. Il modifiait le texte, insérait des mots, collait des pages, supprimait des paragraphes. Hanka a inventé toute une école d'anciens peintres dont il insérait les noms dans les anciens manuscrits authentiques qui tombaient entre ses mains. La découverte de cette activité de falsification d'une échelle incroyable a été suivie par un énorme scandale. En 1827, Prosper Mérimée a publié une collection de poésie, la Guzla, sous une forme de traduction depuis des langues bulgares. Le livre a eu un grand succès. Même Alexandre Pouchkine a fait une traduction de ce livre en russe. Pouchkine s'est montré beaucoup plus crédule que par exemple Goethe, qui a aussitôt senti une mystification. La deuxième édition du livre est sortie avec une préface ironique de Mérimée, dans laquelle il avait cité tous ceux qu'il a réussi à tromper. J'ai appris 5 ou 6 mots slaves et j'ai écrit toutes mes ballades en 2 petites semaines. La collection a été secrètement imprimée à Strasbourg, dotée de commentaires et du portrait d'auteur. Le secret a été bien gardé et le succès fut énorme.
Ces ballades ont eu le plus grand succès non pas auprès de simples lecteurs, mais auprès de spécialistes qui n'en doutaient absolument pas de leur authenticité. En 1849, on a publié l'épopée finnoise Kalevala. Comme on a su plus tard, elle a été l'œuvre d'Elias Lönnrot, le médecin et le professeur de langue finnoise du XIXe siècle. Cette œuvre de littérature concordait tellement bien avec l'atmosphère de cette époque qu'elle a été aussitôt reconnue comme l'épopée nationale et elle a joué un rôle très important dans la formation de l'identité et de la nation finnoise. D'ailleurs, les XVIIe et XVIIIe siècles sont riches en découvertes et en publications d'épopées nationales. C'est aussi, selon notre reconstruction, l'époque de la création des États et des nations européens. Cela correspond parfaitement bien à notre reconstruction, car les épopées nationales étaient un des éléments clés dans la formation d'identité nationale des nouveaux États indépendants d'Europe. De plus, on a déclaré que les épopées fraîchement trouvées ont été écrites au temps très ancien. Nous allons citer quelques exemples. L'épopée héroïque allemande, la chanson des Nibelungen, aurait été écrite approximativement vers l'an 1200, mais elle a été publiée pour la première fois en 1757. Le poème épique espagnol, le poème du Cid, aurait été créé vers l'an 1140, mais sa première édition apparut en 1779. L'épopée héroïque médiévale française, la chanson de Roland. On croit que la rédaction la plus ancienne de ce poème a existé en 1170, mais elle a été publiée en réalité pour la première fois en 1737. L'épopée anglaise Beowulf a été publiée pour la première fois en latin en 1845 et en anglais en 1849. Probablement toutes les épopées citées plus haut ont été créées à une époque assez récente, au XVIIe-XVIIIe siècle, et représentent des œuvres littéraires stylisées à l'ancienne. Les jeunes nations qui venaient de naître en avaient un grand besoin. Pour que la nouvelle histoire inventée prenne la place de l'ancienne histoire de l'Empire, il ne suffisait pas de créer de nouveaux livres et de contrefaire les anciens documents. En premier lieu, il fallait détruire toutes les sources écrites qui contredisaient cette fiction. Une vraie terreur a été mise en place contre les livres et les auteurs désapprouvés. Dans les feux de l'Inquisition ont été brûlés des dizaines de milliers de livres reconnus incorrects. Les livres désapprouvés ont été bien plus nombreux que ceux qui ont été reconnus comme appartenant au canon. À partir de 1559, au Vatican, on a commencé à composer l'index des livres interdits, tristement connu. On interdisait non seulement des livres singuliers, mais aussi les auteurs de ces livres. Si un seul livre d'un auteur se retrouvait dans l'index, toutes ses autres œuvres devaient être trouvées et détruites. Par exemple, dans le livre de Mavro Orbin, Un royaume des Slaves, il y a une annotation, la liste des auteurs et des sources qu'il avait consultées. Aujourd'hui, la grosse majorité de ces auteurs ne sont pas connus. De nombreux noms sont marqués avec la mention Danata Autore, ce qui signifie « auteur maudit ». En plus de l'index des livres interdits, il y a eu aussi une liste des livres nettoyés ou devant être nettoyés, soit devant subir une correction partielle. Des commissions spéciales avaient le droit de supprimer des morceaux entiers de texte, d'interdire la publication, de faire des perquisitions dans des librairies et dans des imprimeries, de fouiller des colis avec des livres aux frontières. Dans tous les ports, il y avait des commissaires du tribunal sacré
qui autorisait le débarquement seulement après avoir validé l'absence de livres interdits sur le bateau. L'Inquisition confisquait des livres non seulement au commun des mortels, mais aussi à des nobles. En 1602, en Espagne, l'Inquisition a fait une perquisition dans la bibliothèque du confesseur personnel de la reine. Le roi d'Espagne a prié avec humilité de lui laisser quelques livres interdits. Le grand inquisiteur en personne a dressé une liste des œuvres littéraires que le roi était autorisé de lire. On continua de brûler les livres en masse jusqu'à ce que la mémoire écrite du Grand Empire soit effacée. Aujourd'hui, il n'existe pas un atlas complet de toutes les anciennes cartes géographiques conservées jusqu'à nos jours. De temps en temps, dans des pays différents, on publie certaines cartes ou des petits atlas. La plupart du temps, sans agrandissement de détails décolorés ou usés, qui souvent contiennent une information très importante pour les chercheurs. Les premiers descriptifs géographiques des pays et des continents, ce n'étaient pas véritablement des cartes scientifiques dans le sens moderne de ce mot, mais seulement des listes assez courtes. La nouvelle étape dans le développement de la cartographie, c'était la représentation des cartes sous forme d'un cercle séparé en 3 continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. À l'intérieur de chaque segment, on listait des pays et des peuples correspondants. Avec le développement du cabotage, soit la navigation longeant les côtes, sont apparues des cartes avec des contours approximatifs des pays. Et seulement au XVe, XVIe siècle, avec le commencement de l'époque des grandes découvertes géographiques, les contours des pays et des mers sont devenus plus ou moins véridiques et les marques géographiques sont devenues plus détaillées. Il est curieux que sur les cartes des XVe, XVIe siècles, souvent soient présentes les mêmes appellations géographiques de territoires, de villes et de rivières différents. En fait, le Grand Empire, en répandant ses conquêtes, transmettait sur les terres colonisées les appellations géographiques russo-turques. Et ce n'est pas étonnant. Les colonisateurs arrivaient sur de nouvelles terres et les appelaient avec des noms habituels, en mémoire de leur pays natal lointain. Mais au XVIIe, XVIIIe siècle, en Europe et en Russie, on a commencé à créer et à introduire une nouvelle version de l'histoire mondiale. Les historiens de l'école de Scaliger se sont mis à effacer l'histoire du Grand Empire des pages des chroniques. De nombreuses appellations impériales soit sont disparues complètement des cartes géographiques, soit ont été transférées ailleurs. Par exemple, la Jérusalem évangélique. Grâce à ce genre de manipulation, de nombreuses appellations anciennes russes se sont retrouvées dans d'autres pays ou même sur d'autres continents. L'appellation de Mongolie s'est retrouvée dans le désert de Gobi. Le pays sur la péninsule d'Industan a pris le nom de l'Inde. Les Chinois aussi ont eu certaines appellations russes. Toute cette activité de découpage des cartes géographiques se faisait dans des cabinets, uniquement sur le papier. Ensuite, des missionnaires réformateurs munis de nouvelles cartes arrivaient en Afrique ou en Asie et disaient aux autochtones les noms anciens de leur pays. Probablement, en premier temps, les autochtones perplexes haussaient les épaules, mais ils s'y habituaient avec le temps. Pour ceux qui ne trouvaient pas les dires des missionnaires convaincants, les réformateurs avaient toujours le feu et d'autres moyens efficaces de persuasion. Probablement, la réforme des cartes géographiques s'est terminée seulement au XIXe siècle. Dans les études des cartes anciennes, la question de leur datation prend une place à part, car sur de nombreuses cartes, l'année de leur sortie n'est pas indiquée. Néanmoins, les historiens les datent avec certitude, par exemple du XIVe, du XVe ou du XVIe siècle. Mais il est évident que maintenant ces cartes doivent être réétudiées pour la question de leur datation.
De nombreux faits de falsification de documents écrits ou d'altération des cartes géographiques induisent de sérieux doutes quant à la véracité de leur datation.